habituelle. À vous. Merci beaucoup. Alors déjà, veuillez m'excuser, c'est totalement imputable à mon équipe et moi-même. Ce n'est pas du tout l'inspectrice générale de l'Éducation nationale qui est à mes côtés et qui a été d'un soutien extrêmement précieux. Mais c'est moi qui me suis trompée au niveau de l'horaire et ma propre équipe de collaborateurs. Donc voilà, je vous la présente tout de suite. J'en profite. Florence Smith, inspectrice générale de l'Éducation nationale, qui est venue en appoint conséquent pour réaliser cette mission gouvernementale. Peut-être vous présenter très brièvement. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le président, merci beaucoup. Donc, Florence Smith, je suis inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche depuis 2014. Je suis dans un groupe disciplinaire qui est l'histoire-géographie, dans un groupe, dans le collège aussi, éducation, territoire et politique éducative. Et j'ai par ailleurs 2 autres missions qui sont sur l'instruction en famille et les organismes d'enseignement à distance. Et je tiens à préciser que ça a été extrêmement important d'avoir ce soutien parce que nous sommes partis avec très peu de moyens, quoi. Il faut se rendre compte que je n'ai pas eu d'autres moyens du côté du ministère de la Santé ni du ministère de l'Intérieur, alors que les 3 ministères, je dirais, Éducation nationale, Affaires sociales et Intérieur, sont étroitement imbriqués quand on parle et qu'on évoque les squats, les bidonvilles et la très grande pauvreté en général. Donc vraiment, la présence de Florence Smith nous a permis de ne pas faire d'impair dans cette grande maisonnée qu'est l'Éducation nationale et d'aller beaucoup plus loin que nous n'aurions pu le faire sans peu. Donc voilà, donc très peu de moyens pour réaliser cette enquête pour laquelle je bataille depuis 2 ans. Et je salue et je remercie d'autant plus chaleureusement mon équipe de collaborateurs qui s'est littéralement arrachée pour la cause de ces enfants perdus de notre République. Ce rapport est imparfait et surtout incomplet, mais il existe enfin, je dirais, et il rend visible ceux qui ne le sont pas du tout. Ces enfants et ces jeunes qui vivent à la périphérie de nos villes et de notre système scolaire existent peu, en fait. Alors, je suis obligée de revenir un petit peu sur ce qui m'a motivée, parce que je pense que le cheminement est intéressant et peut nous servir à tous et à toutes. D'abord, c'est une réflexion de très longue date, du temps où j'étais journaliste et où je bourlinguais dans les univers les plus divers, mais une réflexion qu'une majorité de nos concitoyens partagent. Nous passons tous, enfin, je pense, j'imagine, devant des campements de fortune, des bidonvilles, dans les bois, au bord des rocades, sous des ponts, dans des endroits plus inconcevables les uns que les autres pour y vivre. Et il nous arrive d'apercevoir des enfants auprès de feux de camp ou au bord d'une marmite ou sur un trottoir, alors que nous-mêmes, nous amenons nos propres enfants à l'école. Eh bien, je me suis toujours demandé, comme beaucoup d'entre nous, je pense, ce que pouvaient bien faire ces enfants quand ils n'allaient pas à l'école, et ce que pourraient bien faire ces adultes plus tard, s'ils n'étaient pas allés à l'école à temps, dans les temps et dans leur temps d'enfance. Et j'ai cessé de me poser la question de la provenance et de la justification de leur présence, de la présence de leurs parents. J'ai vu des enfants qui étaient enfants, comme les nôtres, avec de vrais potentiels en devenir, des potentiels qui allaient être valorisés ou gâchés en fonction de la suite immédiate de leur vie et notamment de leur accès à l'école ou pas. Cette école où passent quand même en France 12 millions d'élèves quand on accumule l'école, le collège et le lycée. Donc c'est non seulement leur avenir qui était directement concerné, mais le nôtre aussi. Notre société d'adultes et de parents s'inquiète à juste titre de toute cette jeunesse non accrochée et qui s'enfonce soit dans l'oisiveté, soit dans les économies parallèles, faute d'une éducation ferme et motivante et faute de perspectives stimulantes. Alors, les enfants et les jeunes dont je vais vous parler ne sont pas des décrocheurs. Ce sont des décrochés du système scolaire. Le problème n'est pas qu'ils en sortent, c'est de les y faire rentrer. Et la plupart d'entre eux sont des affamés d'école. Je tiens à le dire parce qu'ils ont un besoin vital d'exploiter leur potentiel intellectuel, leur qualité intrinsèque et leurs facultés propres. Et ça, nous sommes finalement assez peu nombreux à le savoir. Pourquoi ? Parce que nous sommes peu nombreux à les approcher, ce qui est tout à fait normal, donc peu nombreux à découvrir leur richesse insoupçonnée. La deuxième raison de ce travail, c'est Anina Siusiu qui m'y a amenée. C'est une jeune femme rome qui a connu la vie en bidonville, qui est devenue avocate. Elle a monté une association École pour tous et n'a eu de cesse de nous alerter, nous on est plusieurs à la connaître, de nous alerter sur le parcours chaotique et beaucoup trop semé d'embûches inutiles pour tous ces enfants, et pas seulement les Roms, accédant à l'école. Elle n'est jamais venue seule,
Elle n'a jamais parlé à la place d'eux. Elle nous a mis en lien avec les jeunes directement concernés. Et ce sont systématiquement eux qui nous ont fait comprendre l'incroyable parcours du combattant que ces jeunes et que ces enfants peuvent vivre pour accéder à cette école à laquelle beaucoup de nos propres enfants n'ont plus envie d'aller. Et ça, c'était une leçon de méthode. Seuls les principaux concernés peuvent nous faire toucher du doigt la réalité de ce qu'ils vivent et que nous ne vivrons jamais, et nous rapprocher des solutions plus réalistes et pragmatiques. Et puis la troisième raison, c'est le Covid, qui a été une véritable opportunité pour rendre tous ces enfants visibles. Pendant le confinement, vous le savez, les jeunes issus des bidonvilles, des squats, des hôtels sociaux, ceux qui sont logés dans des habitats très précaires, les mineurs isolés, les enfants roms, ont basculé dans une précarité bien plus grande encore qu'avant la crise, une précarité sanitaire, économique et une rupture avec l'école. Mais en même temps, la société s'est ouverte à eux et vice-versa. Il est rare d'avoir l'occasion de franchir la balustre d'une rocade pour pénétrer un bidonville où vivent près de 200 personnes roms ou syriennes, ou autre, pénétrer un squat occupé par des Français, des ressortissants européens ou des extra-européens. Il est encore plus rare de non seulement connaître l'existence, mais aussi de pénétrer dans des hôtels dits sociaux où sont hébergés pour un jour, un mois ou une année des familles et de très nombreux enfants, ou encore de partager un temps dans un campement des gens du voyage qui, eux, sont tout ce qu'il y a de plus français. Le temps du Covid a été l'occasion de pénétrer tous ces milieux qui ne sont pas simples d'accès, de prime abord. D'abord pour acheminer l'aide humanitaire. Rappelez-vous tous nos premiers questionnements lors du tout premier confinement. Il ne faut pas oublier cette période quand même qui a été assez cruciale. Comment confiner des personnes qui vivent de la petite économie de rue, de petits boulots, de récupération de ferraille, de mendicité, ou qui sont dépendantes de l'aide alimentaire à l'extérieur de leur habitacle? Comment les atteindre? Comment acheminer l'aide humanitaire, alimentaire et les produits d'hygiène, tout en imposant des mesures barrières et le confinement nécessaire? En un mot, comment ne pas mettre en péril la vie des plus pauvres d'entre nous? Et c'est dans les 3 premiers jours du premier confinement que, quand tout le monde s'est replié chez soi, que les quelques petites associations courageuses ont pris les devants et ont commencé à organiser des distributions alimentaires. Et c'est en accompagnant un professeur relais, c'est-à-dire un professeur itinérant dans tous ces campements et qui s'est improvisé bénévole, lui aussi, que j'ai entendu les mamans le héler. C'est quand qu'elle reprend l'école. Les enfants tentaient de lui sauter au cou, il leur a appris très très vite qu'on n'avait plus le droit de s'embrasser, et les mères de famille à qui on livrait de l'huile, de la farine et des petits pois nous réclamaient la reprise des cours. Ça a été le déclic. Ces enfants et ces parents étaient affamés d'école, d'instruction et de crantage dans la société française. Donc nous avons commencé par la nourriture alimentaire, je dirais, pour passer ensuite à la nourriture plus intellectuelle. Je tiens à signaler d'ailleurs que sans l'aide des principaux concernés, sans les jeunes gens issus eux-mêmes de ces campements, les petites associations présentes puis l'État n'auraient pas réussi à mettre en place aussi vite cette continuité alimentaire et que nous avons frôlé la catastrophe. Est venu ensuite le défi lancé par notre ministre de l'Éducation nationale, que je remercie encore d'avoir été si tenace dans cette incroyable adversité qui nous tombait si brutalement dessus. Quand il a parlé de continuité pédagogique, je me suis dit, bon, ok, on n'a pas l'eau courante, on n'a pas de savon pour se laver les mains, et encore moins de devoirs faits, vous vous en doutez, dans tous ces habitats de fortune. Eh bien, chiche. Dans un bidonville de Toulouse, une petite association culturelle qui s'appelle Rencontre Homme-Nous, et qui travaillait déjà d'arrache-pied sur tous les fronts de la pauvreté, accentuée par le Covid. Elle a décidé d'occuper le petit Algeco qui avait été laissé vacant par les services sociaux qui venaient de déserter le terrain. Ma fille étudiante, qui n'avait jamais mis les pieds dans un bidonville, a sollicité une poignée d'étudiants. Et c'est parti comme ça, tout simplement et de manière extrêmement artisanale. Soutien scolaire au cœur d'un bidonville, des enfants qui se bousculaient pour des multiplications ou des dictées. Et au final, cette micro-expérimentation a produit un petit miracle, c'est-à-dire que depuis la rentrée de septembre dernier, 47 des 48 enfants du bidonville de la Flambert, donc à Toulouse, sont inscrits à l'école primaire et 41 y sont assidus. C'est inédit. Je ne vous ferai pas le parcours, je n'ai pas le temps de ce travail qui est vraiment un travail d'association et d'éducation nationale très, très, très intimement lié, un travail cousu main entre une école, l'école littrée primaire, et puis ensuite le collège et cette petite association. C'est indispensable, mais ça marche.
Donc depuis mars 2020, j'ai donc été à l'initiative de plusieurs dispositifs de soutien scolaire comme ceux-là à Toulouse, hein, toujours de manière assez artisanale. L'idée, c'était vraiment de lutter contre le décrochage qui semblait inéluctable, hein, et qui guettait nos propres enfants. Donc c'est grâce à ce coup de pouce scolaire que les enfants d'un hôtel social aussi, qui était dangereux et qui a été expulsé pendant cette période à Toulouse, ont pu être soutenus jusqu'au bout et dans leur scolarité. Malgré ce déménagement, je dirais, très perturbant pour ces enfants. C'est comme ça que les enfants ont réussi à passer leur brevet et qu'ils sont passés en année supérieure. C'est surtout grâce à une maman bénéficiaire elle-même dans cet hôtel et avec le précieux concours d'autres étudiants également, que ces enfants, a priori condamnés à l'échec cette année-là, ont pu décrocher donc voilà la classe supérieure. Et là aussi, c'est une prouesse, je dirais, un peu de la part de ces enfants au parcours chaotique, de la part des parents qui misent tout sur l'école, et grâce à un engagement remarquable au long cours de la part des étudiants, qui ne demandaient que ça. Je vous rappelle la situation dans laquelle étaient, notamment psychologique, dans laquelle étaient plongés nos étudiants, qui ne savaient plus à quel sens vouer et surtout quel sens donner à cette crise. Ils demandaient que ça, s'engager et donner du sens à leur vie à ce moment-là, et qui poursuivent depuis 2 ans ce soutien scolaire, psychologique et presque républicain, je dirais. Bref, tout ça pour vous dire que ces travaux pratiques et cette adversité de terrain, ces situations expérimentales et très très concrètes m'ont permis de décrocher cette mission gouvernementale. Je ne pense pas qu'elle aurait existé sinon. Le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale m'ont confié la mission le 21 juillet 2021 pour identifier les obstacles à la scolarité des enfants très précaires. J'ai rendu ce rapport le 22 décembre et je l'ai intitulé, donc, vous le savez, « Scolarisation et grande précarité, l'accès à l'éducation pour tous ». Nous avons eu 5 mois pour arpenter le terrain et les académies et pour défricher en quelque sorte. Alors, constat et préconisation. Premier écueil de taille que nous n'avons pas réussi à surmonter, donc ce sera le travail de la prochaine mandature. Quantifier ces enfants. Combien sont-ils ? Personne ne le sait réellement, car personne ne calcule de la même manière. Il est impossible de les chiffrer avec exactitude, ce qui témoigne de la difficulté que nous avons à les faire exister et de l'importance de cette mission. Manque de croisement de données ou de données récentes ou tout simplement de données tout court. On verra à l'issue de ma présentation si on a le temps de revenir sur les différents chiffres que nous avons tout de même en main. En tout cas, c'est la première de nos préconisations, une enquête INSEE nous disant s'ils sont 30 000 ou 100 000, ou plus, ou moins. C'est quand même incroyable qu'on ne sache toujours pas quantifier ces enfants. Donc ça, c'est vraiment la première de nos préconisations. Il nous faut des chiffres fiables si on veut amener efficacement tous ces enfants à faire leur rentrée à l'école. Donc, en attendant, ces jeunes existent, et pendant que nous bataillons sur les chiffres, eh bien moi, je considère qu'ils grandissent, ces enfants, et qu'ils ne deviendront peut-être pas les citoyens dont on rêve pour voisins, donc qu'il faut faire un accès effectif à l'éducation de tous ces enfants précaires, et que ça constitue en plus un excellent investissement, je dirais, humain et économique pour notre avenir proche. Donc, identifier et comprendre ces jeunes a été plus important pour moi au cours de cette mission que de les dénombrer. De toute façon, j'en étais bien incapable. Quand on vit dans un bidonville ou dans un hôtel social, les priorités sont d'abord de se nourrir et de tenter d'être en sécurité. Lorsqu'on vit dans l'insalubrité et la peur d'être expulsé, la priorité, c'est la stabilité et ne pas se retrouver à la rue, quasiment souvent du jour au lendemain. Le nomadisme forcé aussi d'hôtel en hôtel, ou les expulsions à répétition des bidonvilles ou des terrains des gens du voyage, qui n'ont pas d'emplacement fixe pour certains. Hein. Je suis en train de faire des raccourcis importants, mais c'est en tout cas ce nomadisme qui rend impossible l'intégration scolaire des enfants ou la pérennisation de leur scolarité. J'ai pu aussi constater la méconnaissance ou la non-application fréquente du décret de simplification administrative de 2020 par les mairies pour l'inscription des enfants à l'école. Or, seule l'école, vous le savez, peut émanciper ses enfants de leurs conditions. Alors, je vais passer directement à quelques-unes de nos préconisations pour lever ces freins, parce qu'elles ne sont pas révolutionnaires, mais elles sont très accessibles pour chacun d'entre nous, et pour qu'une grande partie de ces enfants puissent accéder à l'école à la rentrée prochaine. Alors, s'assurer qu'effectivement le décret de la simplification administrative de 2020 soit bien appliqué, la simplification de l'inscription scolaire pour qu'aucun maire ne puisse plus refuser l'accès à l'école
au prétexte qu'il habite dans un bidonville, un squat, dans une voiture ou à la rue. Je vous rappelle que l'inscription à l'école nécessite un document justifiant de l'identité de l'enfant, un document justifiant du domicile et un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant. Eh bien, ce justificatif de domicile, par tous les moyens, y compris l'attestation sur l'honneur, c'est l'une des clés et c'est un amendement que j'avais porté. Il faut désormais s'assurer que le décret est bien appliqué uniformément sur le territoire, ce qui n'est actuellement pas le cas. Ensuite, je pense qu'il y a quelque chose de très important qu'on peut tous tenter de porter, c'est de dispenser des formations sur la grande pauvreté. Parce que c'est souvent notre méconnaissance, en fait, qui fait que, enfin notre méconnaissance d'élus, bien sûr, notre méconnaissance des administratifs, des agents administratifs, des agents institutionnels, c'est tout ça qui finalement est un frein un petit peu artificiel, je dirais, parce qu'il faut que ces agents et que ces élus puissent mieux appréhender et accueillir ces publics, et vice-versa, que ces publics puissent mieux comprendre dans quelle structure, dans quelle société ils vont devoir frapper à la porte. Je pense qu'il faut aussi insister sur une méthode de travail beaucoup plus collaborative avec les associations qui sont engagées dans l'intervention sociale ou médicale, parce que ces associations sont beaucoup plus responsables souvent qu'on veut bien le faire croire parfois, quand on est peut-être dans des administrations, je dirais, où chacun continue à travailler un petit peu en silo. Il s'avère que le travail collectif est beaucoup plus payant. Et donc, ces associations sont vraiment capables de comprendre les contraintes de l'État, les contraintes des expulsions. Leur positionnement de principe, je dirais, ne les empêche pas d'entrer dans un partenariat qui est vraiment gagnant-gagnant. On le voit bien à Toulouse. Donc, l'État doit co-concevoir la stratégie territoriale, la leur partager, les associer à sa mise en œuvre et aux expulsions qui sont indispensables, soit pour des questions de sécurité, soit pour des questions d'obligation juridique après une décision de justice. Donc de son côté, que ce soit les maires ou les préfectures, elles ont besoin de comprendre ces contraintes de leur public. Donc ce que je propose, parce que ça, on a découvert que c'était quand même la clé de voûte de la réussite, c'est d'augmenter fortement le nombre de médiateurs scolaires. Ils vont sur le terrain, ils font le lien avec les administrations, ils parlent souvent la langue des gens concernés. Et grâce aux médiateurs scolaires, 80% des enfants qui vivent en bidonville sont scolarisés, alors qu'ils ne sont que 20% quand le poste de médiateur n'existe pas. Et puis, il faudrait aussi augmenter leur champ de compétences. Déjà, vérifier les compétences qu'ils ont, mieux les cadrer, mieux les former, parce qu'ils sont chargés d'identifier les mineurs en âge d'être scolarisés. Ils sensibilisent les familles à l'enjeu scolaire. Ils facilitent les démarches d'inscription et d'accueil dans les établissements, ou encore ils soutiennent cette fameuse persévérance scolaire. Donc, leur rôle est structurant. Il dépasse largement le cadre de la scolarisation puisqu'il intervient sur toutes les difficultés rencontrées par l'enfant. L'accès aux droits, l'accès aux soins, lunettes, vaccination, la protection de l'enfance, l'accès au périscolaire. Il faut donc déjà augmenter leur nombre. Ils sont actuellement 36, c'est quand même pas énorme, je parle de tout le territoire. Et la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, la DIAL, estime pouvoir couvrir les besoins des 5 à 6 000 enfants qui vivraient sur des squats et des bidonvilles si elle peut obtenir le financement et la formation de 80 médiateurs scolaires sur le territoire français. Ce sont des médiateurs associatifs qui sont financés par l'État sur les fonds de la DIAL. Une autre préconisation, c'est de respecter l'instruction du 25 janvier 2018 visant à la résorption des bidonvilles, en effectuant une évaluation sociale avant l'expulsion et non pas pendant l'expulsion, en se préoccupant d'un hébergement en adéquation avec l'école de l'enfant, en travaillant en concertation avec les associations et les ministères de l'Éducation nationale et du logement, parce que pour chaque famille expulsée, c'est en moyenne 6 mois de déscolarisation et un traumatisme à long terme. Je demande aussi à ce que l'instruction soit transformée en décret pour lui donner une portée plus contraignante, donc réellement obligatoire pour ses destinataires et opposable pour ses bénéficiaires. Je pense qu'on gagnerait beaucoup à travailler sur cette prévention. Je propose également l'instauration d'une trêve scolaire quand c'est possible et quand c'est réfléchi conjointement avec l'État, avec les préfectures, pour limiter les expulsions pendant des moments cruciaux de l'année scolaire, quand un enfant est en train de passer le brevet et qu'il se retrouve projeté dans un hôtel à 2 heures de trajet de son institution
Ça complique beaucoup les choses parce qu'il continuera, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il arrive, à aller dans son établissement scolaire, qui est l'endroit qu'il a le mieux accueilli, je dirais. Donc il faut faire attention à ça. On provoque un petit peu de l'échec scolaire par ce genre je dirais de non-affinage, quand c'est possible, je dis bien, parce que c'est très compliqué dans certains endroits. Il faut aussi améliorer l'accès à la cantine, au périscolaire et au transport. Alors je le dis en une phrase parce qu'il faut aller vite, mais ce sont les fondamentaux. Avant même d'accéder, avant même de parler d'instruction, on n'apprend pas le ventre vide. On n'apprend pas si on ne peut pas se déplacer, si on n'a pas de ticket de transport et sans vie extrascolaire au beau milieu de tous les autres enfants. Donc, tout ça, c'est dans le rapport. J'espère que vous le lirez. Et ça me permet d'aller relativement vite. Il faut aussi renforcer les UPE2A, ces élèves qui ne maîtrisent pas le français et qui sont scolarisés dans des classes d'unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants. Le rapport propose une meilleure répartition sur le territoire et une augmentation du nombre d'heures d'enseignement du français. Peut-être étendre l'expérimentation du Calvados par le DAZEN, ou le règlement... Donc le DAZEN, c'est... Oui, le directeur académique de service, oui. C'est, comment dire, à travailler vraiment main dans la main, et c'est ça qui est très intéressant avec la CAF, avec les aires d'accueil. Donc il a été plus loin que le recensement classique où tous ces enfants finalement sont insaisissables dès qu'ils bougent et jouent aussi un petit peu de la réglementation. Et donc, afin d'estimer ce nombre d'enfants de voyageurs, oui, c'est pour les enfants de voyageurs, hein, ceux-là. Ils ont créé une base de données, en fait, alimentée par les écoles, les aires d'accueil, les associations et la CAF. Et en crantant comme ça ces enfants du début à la fin, plus personne n'a pu s'échapper, je dirais. Et donc, ils ont, sur du long terme, réussi à cranter les enfants. On pourrait y revenir aussi si on a un petit peu de temps. Je pourrais développer cette question-là. Alors, il reste également ce travail de lutte contre le harcèlement à l'école que nous avons renforcé en décembre. Et c'est une excellente chose parce que ça, c'est une des grandes causes de décrochage chez ces enfants-là, très, très, très stigmatisés à cause de leur origine, à cause de leur lieu de vie et à cause de la grande pauvreté. C'est très, très, très stigmatisant à l'école. L'incompréhension du système scolaire français pour les parents, avec la pluralité des acteurs éducatifs, même moi, parfois, je m'y perds, hein. Alors, j'exagère un petit peu, mais c'est quoi le rôle du directeur d'école? C'est quoi le rôle du surveillant? C'est quoi le rôle du CPE? C'est quoi le rôle du professeur? Où se situent finalement les règles? Et donc là-dessus, on a vu aussi un système mis en place par l'Éducation nationale qui était vraiment extrêmement stimulant, je trouve. On essaiera d'en reparler juste après. C'est l'OEPRE, Ouvrir l'école pour la réussite des enfants, et qui est une sorte d'acclimatation des parents très, très concrète à ce que sont tous ces codes de l'école. Alors, il y a d'autres petits miracles qui fonctionnent très, très bien. Par exemple, quand les mesures sont inadaptées à un certain public, il y a des femmes relais qui ont été d'anciennes bénéficiaires, d'anciennes mamans qui se sont battues pour l'école de leurs enfants, qui deviennent elles-mêmes les premières interlocutrices de tous ces nouveaux venus. Et c'est ces diplomates, je dirais, qui aident à franchir ce premier kilomètre qui est toujours très, très complexe à dépasser et qui est souvent la cause des échecs. Moi, je serais très, très favorable à vous donner absolument tous les contacts, toutes les pistes, les associations que nous avons dénichées, soit dans l'éducation nationale, soit dans les associations, soit chez les bénéficiaires eux-mêmes. Et puis, il est absolument indispensable aussi de mobiliser les solutions de droit commun. Le droit commun n'est pas là, n'est pas dans ces endroits-là. Et ça, c'est pas du tout normal. Donc, l'accès à l'école pour tous, il faut que ce soit indépendant du statut des parents. Il faut que le département puisse faire son travail social et pas uniquement les associations, et que le centre communal d'action sociale aussi soit de la partie. Donc les CCAS, la protection maternelle infantile, ils sont très peu présents finalement. Les missions locales pour l'insertion des jeunes qui vont de plus en plus dans l'aller vers, commencent à aller vers ces publics-là, mais ça aussi, c'était encore très en marge. Donc, il faut que je mette un bon coup d'accélérateur là-dessus. Et puis, peut-être la justice qui doit pouvoir être mobilisée en vue d'un moratoire de certaines décisions judiciaires d'expulsion quand il n'y a pas d'urgence ou quand il n'y a pas des problèmes de sécurité, afin de ne pas casser cette dynamique
que très souvent l'éducation nationale met en place avec des professeurs extrêmement motivés et motivants, les associations également et les parents. Et parfois, certaines décisions un peu hâtives finissent par casser cette espèce de spirale vers le mieux et beaucoup plus délétère que finalement si on avait travaillé au corps à corps tous ces efforts qui vont dans le même objectif. Alors, pour conclure, je parlerai simplement de l'expérimentation que nous avons lancée sur l'Académie de Toulouse. Le aller vers, en mobilisant le droit commun et encourager plus de mobilité dans la formation des travailleurs sociaux pour qu'ils aillent sur le terrain, sur ce terrain-là, et encourager les formations sur le terrain. Recréer le lien entre les associations et les préfectures, et ça, nous y sommes aussi parce que nous sommes des interlocuteurs tous très volontaires et très constructifs, je dirais, dans cette zone du Grand Sud-Ouest. Donc, regagner une confiance mutuelle et travailler ensemble l'expulsion pour respecter l'instruction de 2018. Les associations ont un rôle de médiateur et de travailleurs sociaux. Cette collaboration-là est absolument primordiale. Et puis ouvrir plus de postes en service civique dans le domaine du travail social. Ils seront formés par les missions locales. Mais pour ça, il faut aussi que les associations puissent offrir plus de postes en service civique. Donc moi, j'ai découvert une académie qui était très, très friande de rentrer dans le droit commun, tous ces enfants. Et quand je dis le droit commun, là, il s'agit plus de devoirs faits, de vacances apprenantes, de comment réussir petit à petit à infuser tous ces dispositifs pour que ces enfants deviennent les enfants de la République. Voilà. Je ne sais pas si je peux laisser la parole, ce que j'aimerais beaucoup, à Florence Smith, pour peut-être compléter un petit peu avant vos questionnements. Elle a été vraiment d'un précieux secours. Est-ce que ça vous dit ou vous préférez qu'on attende les questions? Mon président préfère que nous attendions les questions. Donc restons dans le classique.